Bonsoir à tous. Donc, je suis ici ce soir pour vous parler de la collégiale de Saint-Émilion. Je vais commencer tout d'abord par remercier Pierre Egaldo et la Société archéologique de Bordeaux de m'avoir sollicité pour participer à ce cycle de cours publics sur Saint-Émilion. Je vais vous parler ce soir de travaux que j'avais présentés déjà au colloque en 2008, qui clôturait le projet collectif de recherche dirigé par Frédéric Boutoul et qui s'intitulait Fabrique d'une ville médiévale, et pour lequel j'avais proposé cette étude architecturale de la collégiale de Saint-Émilion, de l'église haute. Alors, cette étude, donc on va visiter l'église et aussi on va la comparer à d'autres édifices qui ont été construits au XIIe siècle et qui ont pu influencer la collégiale de Saint-Émilion. Ce sont des fondations que l'on attribue à l'archevêque Geoffroy du Leroux. Alors, quand je me suis intéressée de près à la collégiale de Saint-Émilion, même si la collégiale a conservé peu de textes, elle avait déjà fait cependant l'objet de plusieurs études. Donc déjà en 1841, il y avait des documents réalisés par Monsieur Gauthier. Donc vous avez un exemplaire du plan ici de la collégiale, donc sur la gauche. Et il y avait donc des plans et des coupes. Donc ça, c'était déjà ce sont déjà des documents très intéressants pour étudier l'église. Et ensuite, la première étude un peu plus approfondie sur la collégiale a été réalisée par Léo Drouin en 1858 dans ses notes historiques et archéologiques. Ensuite, Jean-Auguste Brutails a également consacré une étude à la collégiale dans son ouvrage sur les vieilles églises de la Gironde en 1912. Ensuite, c'est Louis Servat qui au cours du congrès de la Société française d'archéologie tenu à Angoulême, a fait une présentation. Une autre présentation a également été faite la même année par Marcel Aubert au congrès de Bordeaux en 1939. Bref, plusieurs études se succèdent jusqu'à celle de Jacques Gardel qui a été réalisée en 1958. Et donc, vous voyez ici le plan qu'il proposait à l'époque sur l'évolution architecturale sur les phases chronologiques de construction de cette église. C'est le premier, Jacques Gardel, qui met un petit peu en parallèle, qui met en perspective cette collégiale avec les autres églises attribuées à l'archevêque Geoffroy du Leroux et qui souligne certainement ce lien, cette influence qu'a pu subir l'architecture de la collégiale de Saint-Émilion par les fondations implantées à la même période par Geoffroy du Leroux. Donc j'y reviendrai ensuite. Ensuite, il y a également une étude proposée par André Mussat, mais surtout sur les parties gothiques de la collégiale dans son ouvrage sur l'architecture gothique dans l'Ouest de la France, publié en 1963. Une étude plus récente ensuite en 1990 a été présentée par Anne Trache au Congrès archéologique de France. Et ensuite, donc moi je me suis un petit peu penchée sur cet édifice pour le colloque en 2008 et aussi également dans le cadre de mes travaux de thèse qui portaient sur les fondations de Geoffroy du Leroux au XIIe siècle et leur influence sur l'architecture romane, reliée sur l'architecture des abbayes romanes en Aquitaine au XIIe siècle. Alors, tout d'abord, un petit point sur l'historique de la fondation de la collégiale. Alors, je vous ai mis ici une vue de la nef prise depuis le porche occidental sur la gauche, et puis sur la droite, un plan du XIXe siècle pour vous situer la collégiale au sein de la ville sainte que vous présentez David Souni il y a 2 semaines. Et donc, pour les origines de la fondation, ce qui était intéressant lors du colloque de 2008, c'était de voir que c'était l'aboutissement de plusieurs recherches qui ont permis de reconsidérer les origines de Saint-Émilion et de remettre en question pas mal de données, d'idées reçues sur les origines de la fondation.
En effet, l'étude qu'avait proposée alors Cécile Tréfort de l'épitaphe de Costolus, qui était considérée comme la première mention écrite datée de Saint-Émilion, par l'étude qu'on avait proposée de Chatoine-Tonnelier et qui avait lu l'année 1014 sur l'épitaphe, eh bien Cécile Tréfort a pu montrer qu'en fait l'étude du chanoine Tonnelier était fausse et que l'on ne pouvait plus considérer cette épitaphe l'épitaphe de Costolus comme la première mention écrite datée de Saint-Émilion. En effet, le premier élément que l'on peut retenir pour une mention écrite datable d'un lieu de culte dédié à Saint-Émilion, c'est la charte de Joscelin de Parthenay, qui a été archevêque de Bordeaux de 1059 à 1086, charte qui est datée de 1079 et qui met en place une communauté de chanoines à Saint-Émilion pour lutter contre la mainmise des laïcs sur l'église alors en place où reposent les reliques de Saint-Émilion. Alors le texte, la charte, mentionne un certain Forton Roland qui vivait du bénéfice de cette église de façon séculière avec femmes et enfants. Donc il est obligé par l'archevêque d'abandonner femmes et enfants pour vivre à nouveau canoniquement et régulièrement et de rejoindre donc la communauté de frères qui vivaient déjà sur place et qui desservaient l'église conservant les reliques de Saint-Émilion. Donc on a une charte ici qui a une forte tonalité grégorienne en luttant contre les investitures laïques ou tout ce qui est ce qu'on appelle nicolaïsme. Et donc cette charte n'évoque pas de monastère antérieur. Alors quelques années plus tard, un nouveau conflit va éclater entre les chanoines de Saint-Émilion, alors en place, et les moines de Nanteuil, qui sont aidés par le vicomte Pierre de Castillon. Et les moines de Nanteuil vont s'emparer des biens de la communauté des chanoines à Saint-Émilion. Et les chanoines sont forcés de fuir. Ils emportent avec eux les reliques de Saint-Émilion. Ils se réfugient à Fronsac. Et informé de cette situation, l'archevêque de Bordeaux va frapper d'anathème le vicomte Pierre de Castillon et les moines de Nanteuil. Les chanoines peuvent à nouveau revenir à Saint-Émilion, mais finalement, la charte de 1079 ne va pas forcément aider un bon maintien de la communauté des chanoines à Saint-Émilion et la collégiale va à nouveau tomber sous la mainmise des laïcs. Et c'est ensuite vers 1110 que l'archevêque de Bordeaux, Arnaud Géraud de Cabanac, qui a été archevêque de Bordeaux de 1103 à 1130, renouvelle la tentative de ses prédécesseurs, et il rétablit la discipline dans la communauté de chanoines en instaurant cette fois la règle de Saint-Augustin. Et là, c'est la première fois que l'on a une mention de la règle de Saint-Augustin pour les chanoines de Saint-Émilion, donc vers 1110. Et il attribue à la communauté un nouvel abbé et il est possible que ce soit suite à cette restauration et à cette restauration de la communauté et cette instauration de la règle de Saint-Augustin au sein de la communauté de chanoines que l'on ait commencé à construire une nouvelle église sur le haut du plateau calcaire de Saint-Émilion et que les chanoines soient déplacés de l'église monolithe, l'église basse, pour aller s'installer au sein de cette église haute qui était munie d'un cloître dès sa construction au XIIe siècle, et on pense vers le milieu du XIIe siècle. Alors maintenant, je vais vous proposer une étude de l'architecture de la collégiale de Saint-Émilion, qui reprend donc les travaux que j'avais présentés au colloque en 2008, avec une lecture chronologique de l'édifice. Je pars du plan de Jacques Gardel, qui était le point de départ de cette étude quand j'y ai travaillé en 2008. Alors, vous avez ici cet édifice tel qu'il est conservé aujourd'hui, composé d'une nef à vaisseau unique et à 3 travées
voûté pour les deux travées orientales de coupole sur pendentif, et puis on avait également une coupole sur pendentif pour la travée occidentale, mais qui a été ensuite dotée d'une voûte d'ogive. Le tout ouvre ici à l'ouest sur une travée un porche occidental qui portait un clocher, et cette nef ouvrait à l'est vers un transept dont vous voyez les parties noircies ici. Donc toutes ces parties noircies sur le plan de Jacques Gardel sont les parties conservées de la phase de construction du XIIe siècle, et dès le XIIIe siècle, ce transept a été agrandi et on a perdu la physionomie des parties orientales de l'édifice tel qu'il a été construit entièrement au XIIe siècle. Ces parties orientales, le chevet a été démantelé dès le XIIIe pour cet agrandissement du transept. Alors maintenant, nous allons évoluer au sein de ces parties du XIIe siècle, puis faire une comparaison avec les édifices attribués à Geoffroy du Leroux, et ensuite nous reviendrons sur les éléments de transformation de l'église à partir du XIIIe siècle. Alors, nous allons commencer par le transept. Donc ici, vous avez une vue qui vous est indiquée sur le plan par un rectangle rouge. Vous avez une vue du bras nord du transept, son élévation occidentale de ce bras sud du transept. Donc je vous invite à regarder particulièrement le bandeau qui prolonge les tailloirs des chapiteaux, qui va des chapiteaux qui sont à la croisée du transept, et donc qui se prolonge dans ce bandeau qui relie les tailloirs de ces chapiteaux jusqu'aux chapiteaux dans l'angle nord, je vais y arriver, dans l'angle nord-ouest du bras du transept. Donc ça, c'est une des premières choses à relever ici. On va aller le voir ensuite de l'autre côté dans le bras sud. Je vous invite également à regarder ces piliers à la croisée du transept, composés de paires de colonnes qui sont coiffées de chapiteaux complètement dénués de tout décor, qui sont des chapiteaux lisses, qui fonctionnent par paires, et qui sont coiffés de tailloirs également dénués de toute ornementation. Maintenant ici, nous voilà dans le bras sud du transept, où nous pouvons observer les élévations sud et ouest. Sur l'élévation ouest, nous retrouvons le même bandeau que sur l'élévation ouest du bras nord. Et vous pouvez voir aussi sur l'élévation sud ce rang de claveaux, tel un formeret, qui nous indique ici que le bras sud du transept, et vraisemblablement également le bras nord du transept, étaient voûtés d'un berceau plein cintre, et qu'ils étaient également, ces bras de transept, percés d'une simple baie sous le bandeau que l'on voit sur les élévations occidentales. Donc ici aussi encore des supports composés de deux colonnes engagées avec des chapiteaux lisses réunis par un tailloir, et et qui soutiennent donc ces chapiteaux le dosseret qui fait la liaison avec la nef. Le bandeau que je vous ai amené à regarder ici sur les élévations occidentales, les deux bras du transept, se prolonge, vous pouvez le voir ici sur cette photo, se prolonge également sur la première travée de la nef, mais il est interrompu dès la baie percée dans cette première travée de nef. Donc ça, ce sont des éléments à garder en tête pour la suite de la visite. Voilà pour ces éléments dans le transept. Maintenant, nous nous dirigeons vers la nef. Donc, vous avez cette nef à vaisseau unique de 3 travées. Les premières travées ici sont, les deux travées orientales sont voûtées d'une coupole sur pendentif. Pour la première voûte, vous pouvez apercevoir une rangée de damiers qui souligne la coupole de cette première travée de la nef. Les deux premières travées de la nef sont percées au nord et au sud par une haute
baies en arc plein cintre et qui avec décorées sur chaque pied droit d'une fine colonnette. Et on peut remarquer que ces baies sont ouvertes, sont percées bien plus hautes que les baies aperçues sur les diapositives précédentes pour les deux bras du transept au nord et au sud, où les baies sont percées en dessous du bandeau que vous pouvez voir ici côté transept sur la gauche et aussi sur l'élévation de la nef où ce bandeau se prolonge, mais il est interrompu par le percement de la baie. Donc on voit ici toujours ces piliers de la croisée du transept avec les colonnes engagées qui fonctionnent par paire et qui sont coiffées de chapiteaux 10. Et ensuite, pour les piliers qui séparent les travées de la nef, on a des piliers avec une seule colonne engagée coiffée du même type de chapiteau. Alors, la troisième travée, elle, présente actuellement un voûtement différent. Alors, avant d'aller voir cette travée occidentale de la nef, d'abord un petit tour à l'extérieur pour ces deux travées orientales de la nef. Donc, leur élévation extérieure ici, au sud, où l'on peut voir, donc en premier plan, on a la chapelle qui est un ajout postérieur, mais à l'arrière, on voit donc ces deux travées de la nef, percées d'une baie en arc plein cintre, dont l'imposte est décoré d'une rangée de pointes de diamant, alors qu'on avait des baies dénuées de tout décor intérieur et extérieur pour le transept. Ici, sur les premières travées de la nef, on a ce décor extérieur avec cet imposte avec des pointes de diamant. On voit également le contrefort plat qui sépare ces deux premières travées de la nef et qui s'interrompt donc à la hauteur initiale du mur, puisque la nef a été rehaussée dans une phase postérieure également. Et on va avoir ensuite donc cette progression au niveau aussi des décors des baies. On va voir qu'elle évolue également vers la travée occidentale. Nous voici à nouveau à l'intérieur, ici dans la travée occidentale, avec une vue du voûtement de la travée occidentale de la nef, un voûtement en voûte sur croisée d'ogive, qui retombe sur des petites colonnettes qui ont été ajoutées au pilier préexistant, qui est tout à fait identique au pilier qui sépare les deux travées orientales. Donc il semble ici que l'on ait eu d'abord pour projet de faire une travée voûtée de coupole sur pendentif, comme les deux autres travées de la nef, et qu'il y ait eu ce changement de partie avec ce remaniement et cette mise en place d'une voûte d'ogive. Les deux baies ici présentent les mêmes colonnettes sur leur pied droit, mais elles sont avec un arc légèrement brisé et elles sont surmontées d'une baie au nord et au sud en demi-oculus. Donc on va aller voir maintenant ce que cela présente sur l'élévation extérieure de la nef au sud. Voici l'élévation extérieure de la travée occidentale. Nous sommes ici côté sud. On retrouve la baie avec un arc légèrement brisé, un imposte qui a un décor un petit peu différent par rapport aux rangées en pointe de diamant que l'on avait sur les deux baies précédentes, qui étaient en arc plein cintre. On a également ici cette baie en demi-oculus qui surmonte cette baie en arc brisé. Et également, vous avez le contrefort gothique qui vient englober le contrefort plat préexistant. Donc on peut voir pour ces trois travées de la nef qu'à la fois on a une évolution dans le voûtement d'est vers l'ouest sur coupole avec des couplages pendentifs, puis un changement de partie vers un voûtement croisé d'ogive. Et également à l'extérieur, le traitement des baies évolue de l'est vers l'ouest. Et ces éléments amènent à penser que on a certainement eu une évolution du chantier dans ce sens-là. On peut penser que comme ça peut être démontré sur d'autres églises, on commence le chantier par les parties orientales, puis on évolue vers le transept et vers la nef et vers les éléments occidentaux de l'édifice. Et ici, on a cette évolution qu'on arrive à lire depuis le transept vers les travées de la nef d'est en ouest. Mais effectivement, on a perdu le début de cette évolution d'est en ouest, puisque les parties orientales du XIIe siècle ont disparu.
Alors maintenant, nous voilà à la terminaison occidentale de l'église de Saint-Émilion et on a, comme vous le décrivez David Souni il y a 15 jours, on a cette façade occidentale qui paraît vraiment inachevée et en tout cas aussi contrainte par la mise en place de l'enceinte. Donc on a ici une façade occidentale qui est animée par ces contreforts colonnes qui la divisent en 4 travées verticales, avec au centre ce portail en arc plein cintre avec des ébrasements en retrait successifs formant voussure et l'absence de tympan. Sur la travée au sud, on a cette baie aveugle avec 4 colonnes en délit et qui supportent deux voussures en arc plein cintre et on devait avoir vraisemblablement le même type d'animation prévu pour la travée verticale au nord. Donc les contreforts colonnes ne sont pas conservés jusqu'en haut de l'élévation. On a cette baie en arc plein cintre qui surmonte le portail occidental, mais on a effectivement cette impression d'éléments inachevés. Alors c'est vrai qu'on peut à l'intérieur comprendre un petit peu plus la structure aussi de cet espace. Quand on est à l'intérieur, c'est la photo que vous avez en bas à gauche, on a cette voûte d'ogive assez basse avec qui retombe sur des piliers et des colonnes assez massives. Bon, vous pouvez voir également l'escalier d'accès au clocher actuel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet espace d'entrée, qui était le lieu de transition entre l'extérieur de l'église, le lieu profane, et puis l'intérieur de l'église, la nef, qui était le lieu consacré, cet espace, ce sas d'entrée, ce sas de transition entre le profane et le sacré, était au début un espace complètement ouvert dans son élévation. On va le voir sur la travée, on va le comprendre sur la diapositive suivante. Alors, nous voici maintenant à nouveau à l'intérieur de l'église. On est rentré par l'ouest, on a traversé ce sas d'entrée et on est dans la travée occidentale. Et dans cette photo que vous avez au centre, on est dans la travée occidentale sous la croisée d'ogive et on regarde vers le porche. Donc vous avez l'encadré en rouge sur le plan de l'église qui vous montre où est-ce qu'on se situe et comment on regarde cette élévation. Donc là, on est dans l'angle nord-ouest de la travée occidentale de la nef. On voit le pilier qui a été modifié avec l'ajout de la petite colonnette pour recevoir la retombée des ogives. Et on a ce mur ici, occidental, qui ouvre sur cet espace occidental d'entrée dans l'église. Alors, vous voyez une tribune et la flèche jaune vous signale en haut ce que vous avez dans la photo de détail en haut à droite de la diapositive, où vous avez cette paire de colonnes engagées avec ces chapiteaux qui sont réunis par un seul et même tailloir, et le tailloir qui se prolonge par un bandeau sur ce mur qui clôture cet espace. Et ce que vous pouvez voir ensuite en bas de la photo, vous retrouvez une paire de colonnes avec des chapiteaux un petit peu plus massifs, un petit peu plus tassés, qui reçoivent la retombée de l'arc brisé qui soutient la tribune. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet espace, à l'origine, était complètement ouvert et que la tribune était un ajout postérieur et que les chapiteaux que vous avez au niveau du rez-de-chaussée n'était pas là à l'origine. En fait, la paire de colonnes montait d'une traite jusqu'en haut et était coiffée de ces chapiteaux que vous avez dans la photo de détail. Donc là, il faut imaginer ce grand espace, cette travée, si vous voulez, occidentale, complètement ouverte et qui avait la même hauteur que les 3 autres travées de la nef, mais qui était séparée par ce mur de cloison qui, si on le regarde de plus près, alors j'avais commencé à regarder d'un peu plus près, mais je pense qu'une étude complémentaire serait nécessaire ici, mais a priori,
il est possible que cet espace occidental, en fait, soit antérieur à la nef. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, comme dans d'autres chantiers que l'on a, bon, on avait par exemple, c'était le cas sur le chantier de Saint-Denis, mais enfin bon, c'est quand même un exemple bien éloigné sur le plan géographique, et puis on est dans un autre type d'édifice complètement, mais où on travaillait en priorité sur l'édifice, le chevet, les parties orientales qui abritait l'autel, le sanctuaire, mais également la partie occidentale qui était l'entrée dans l'édifice. Et la nef et le transept étaient les parties qui étaient faites ensuite. Donc moi j'avais vraiment l'impression quand j'avais fait cette étude que on avait peut-être un chantier qui avait effectivement commencé par les parties orientales, par le chevet, et qui s'est développé vers le transept, puis vers la nef avec ses travées d'abord qu'on a vu tout à l'heure voûtées sur coupole, puis se terminant par cette travée occidentale qui a été remaniée avec cette voûte d'ogive, mais avec également, en parallèle de ce début de chantier au chevet, on peut avoir également un espace qui a été mis en place, en tout cas dont l'élévation a été commencée. Je ne peux pas vous dire qu'elle avait été aboutie en hauteur avec un voûtement, mais on a vraiment cette impression que les murs de la nef, dans sa progression d'est en ouest, viennent après se poser sur ces murs que vous avez ici, sur lesquels ensuite ont été ajoutées la tribune et sur lesquels on peut voir encore la modification des piliers initiaux pour intégrer une voûte d'ogive. Donc je ne sais pas si c'est très clair dans ce que je vous explique, mais c'est vraiment ce porche d'entrée, ce sas d'entrée de l'église de Saint-Émilion, donc à l'ouest, mériterait une étude plus approfondie, parce que moi je me demande vraiment s'il n'était pas déjà là, si c'est pas un des premiers éléments qui ont été implantés pour l'église en même temps que les parties orientales, et qu'ensuite le chantier s'est développé d'est vers l'ouest en se terminant par se raccorder à ce premier élément implanté à l'ouest. Voilà, donc ça reste inconfirmé, mais ça pourrait être un élément intéressant à approfondir sur cette église de Saint-Émilion, qui a certainement encore beaucoup de choses à révéler. Donc voici pour ce porche occidental. Donc ensuite, diapositive suivante. Donc voici maintenant, synthétisé sur le plan de Jacques Gardel. Ici, j'ai repris en orange les parties que l'on peut donc effectivement attribué à cette première église construite au XIIe siècle, vraisemblablement après la restauration de la communauté par l'archevêque Arnaud Géraud de Cabanac. Donc une église élevée vraisemblablement donc entre 1130 et le milieu du XIIe siècle. Donc on a une église ici composé de ce porche occidental, de cet espace occidental d'accès entre donc le lieu extérieur et la nef, une nef à vaisseau unique composée de 3 travées. Elle a une longueur à peu près de 30 mètres et elle ouvre sur un transept de même longueur en nord-sud, et qui était voûté, lui, donc pardon, la nef avait été voûtée d'une file de coupole sur pendentif, et elle ouvrait sur ce transept voûté d'un berceau plein cintre. Donc on ignore la physionomie du chevet qui était associé à cet ensemble et qui a été élevé au XIIe siècle. Donc maintenant, ce que l'on a pu voir également pour ce premier édifice élevé au XIIe siècle à Saint-Émilion, c'est qu'on avait un décor relativement austère, comme on a pu le voir tout à l'heure avec tous les chapiteaux qui coiffaient les paires de colonnes étaient quand même soit lisses, complètement lisses dans le transept et la nef, la croisée du transept, et un peu décorés certes dans l'espace occidental dans l'espace à l'ouest de la nef. On a un décor austère. Alors certes, on a quand même une mise en œuvre très soignée, mais que ce soit au niveau des chapiteaux, ou que ce soit au niveau des baies qui perçaient le transept
à l'ouest et les baies qui perçaient les travées de la nef au nord et au sud, on a quand même un décor relativement simple, assez sobre. On a un choix ici de la sobriété pour cet édifice élevé au XIIe siècle. Alors on retrouve un décor austère dans d'autres églises augustiniennes, notamment en Dordogne, dans le Périgord, que ce soit à Chancelade, à Saint-Avit-Seigneur ou encore à Saint-Amand-de-Coly, qui sont donc des églises qui abritaient des communautés de chanoines réguliers de Saint-Augustin. Et c'est un décor austère qu'on va trouver dans d'autres ordres, dans d'autres observances, comme chez les cisterciens ou les chartreux et les templiers pour les siècles suivants également. Et en parallèle de cela, on a d'autres églises augustiniennes qui vont présenter des plans d'églises beaucoup plus complexes, avec un décor sculpté plus abondant et qui vraiment contraste avec cette église au décor austère. Donc parmi les autres églises augustiniennes avec un plan un petit peu plus complexe et un décor sculpté beaucoup plus abondant, on a notamment l'église de Saint-Pierre de Verteuil dans le Médoc, ou encore Saint-Pierre d'Hervaux dans le Haut-Poitou, ou encore les Sterps en Charente. Alors ce qui est intéressant ensuite, c'est de comparer ces éléments conservés pour la construction du XIIe siècle à Saint-Émilion avec d'autres églises qui ont été construites à peu près pendant la même période et qui sont attribuées à un archevêque de Bordeaux. Donc, les fondations dont je vais vous parler maintenant sont des fondations qui sont rattachées à Geoffroy du Leroux, qui a été archevêque de Bordeaux de 1136 à 1158. Alors, les fondations qui lui sont rattachées sont au nombre de 4. Saint-Pierre de Lille, qui se situe dans le Médoc, qui a été fondé aux alentours de 1130. Et ensuite, Notre-Dame de Sablonceau, qui a été fondée en même temps que Fontaine-le-Comte. Donc Sablonceau, elle se situe en Charente-Maritime, donc en Saintonge, et Fontaine-le-Comte est juste au sud de Poitiers. Et elles sont toutes deux issues d'un même acte de fondation qui est daté entre 1126 et 1136. Donc toutes ces communautés ont été confiées à des chanoines réguliers de Saint-Augustin. La quatrième, Sainte-Marie de Plaine-Selve, qui était rattachée également au diocèse de Bordeaux et qui est actuellement à l'extrême limite nord du département de la Gironde, voilà, son attribution à Geoffroy du Leroux est un peu plus hypothétique, mais on lui attribue également cette abbaye qui sera confiée ensuite à l'ordre de Prémontré. Alors, ce qui est intéressant de voir pour ces édifices, c'est que, comme je vous le disais dans mon introduction, Jacques Gardel avait déjà un petit peu émis cette hypothèse comme quoi ces édifices rattachés à Geoffroy du Leroux se ressemblaient énormément, que leur plan et leur élévation, le parti architectural de ces édifices était vraiment très proche. Donc il était surtout question de Saint-Pierre de Lille, Sablonceau et Fontaine-le-Comte. Plaine-Selve reste toujours un petit peu à part dans ce corpus, dans ce petit corpus. Et effectivement, on se rend compte ensuite que ces églises ont surtout été, moi quand je me suis un petit peu penchée sur le sujet donc pour ma thèse, pour un petit peu tester cette hypothèse qu'avait émis Jacques Gardel, finalement chaque abbaye était un petit peu étudiée au sein d'études régionales. Donc Sablonceau était étudié avec les édifices de la Saintonge, Fontaine-le-Comte avec les édifices du Poitou, et puis Saint-Pierre de Lille, quand elle a été étudiée, c'était plutôt avec tout ce qui se rattachait au département de la Gironde ou au Médoc. Et finalement, elle n'était vue que par un biais régional, territorial si vous voulez, et non pas par le biais du fondateur commun, qui est Geoffroy du Leroux. Alors, les travaux de la thèse ont consisté à reprendre chaque étude, donc à la fois évidemment une étude historique, voir un petit peu dans les textes ce qui avait été déjà fait et voir ce qui pouvait être complété, mais également sur le terrain, c'était une profonde étude architecturale, une étude que l'on dit aujourd'hui d'archéologie du bâti, pour voir un petit peu sur chacun de ces édifices ce que l'on pouvait comprendre, un peu comme je viens de vous le présenter pour Saint-Émilion, ce que l'on pouvait
identifiées comme étant les parties de l'édifice construit au XIIe siècle et encore en place aujourd'hui pour les étudier et comparer chaque édifice en fonction de ses parties conservées pour le XIIe siècle. Parce qu'effectivement, que ce soit Saint-Pierre-de-Lille ou Sablonceau ou Fontaine-le-Comte, ce sont des édifices qui ont été remaniés ensuite dès le XIIIe siècle. Par exemple, à Sablonceau, toutes les parties orientales ont été reprises au XIIIe siècle, comme à Saint-Émilion, on le verra ensuite. Saint-Pierre-de-Lille également, le chevet qui était d'abord hémicirculaire a été transformé et a été remplacé par un chevet à fond plat. Et à Fontaine-le-Comte également, il y a eu des remaniements dans tout ce qui est voûtement au niveau de la croisée du transept et de la nef. Donc, tous ces édifices ont été modifiés. Donc, pour pouvoir les comparer et tester vraiment l'hypothèse de Ger-Gardel, il fallait vraiment faire la différence entre ce que l'on avait conservé du XIIe siècle et ce qui avait été remanié ensuite. Et ce qui est apparu, alors je vous le fais assez rapidement, mais ce qui est apparu en tout cas pour ces trois, en tout cas Sablonceau, Fontaine-le-Comte et Saint-Pierre-de-Lille, quand on compare, quand on arrive à identifier les parties du XIIe siècle et qu'on les compare, on se rend compte que les édifices sont effectivement très très proches. En effet, je vais retrouver pour chacun pour les trois églises, donc mon étude a surtout porté sur l'église abbatiale à chaque fois. On a, pour les trois églises, on a une nef à vaisseau unique à 3 travées. Chaque nef fait 30 mètres de long, donc on a des travées qui font à peu près 10 mètres de long à chaque fois, 10 mètres sur 10 à peu près. Donc on a toujours ces nefs de 3 travées longues d'une trentaine de mètres, larges d'une dizaine de mètres, qui ouvrent sur un transept saillant qui fait la même longueur, à peu près 30 mètres, et large à peu près, enfin profond si vous voulez dans ce sens-là, d'environ 10 mètres également. Voûté, à chaque fois on a des églises voûtées d'une file de coupole sur pendentif, avec un transept voûté d'un berceau plein cintre, et à chaque fois comme support au niveau de la croisée du transept ou les supports séparant les travées de la nef, des paires de colonnes coiffées de chapiteaux lisses. Alors, on a exactement le même plan, la même élévation, le même voûtement. Ce sont des édifices vraiment qui sont quasiment superposables en plan, en élévation. Alors, effectivement, tout cela mériterait certainement, aujourd'hui on a des outils beaucoup plus poussés, on pourrait pousser encore plus ces mesures pour confirmer encore qu'on a des plans vraiment qui sont superposables, mais effectivement on a des édifices ici qui sont très très proches. Alors bien sûr, qui sont très très proches donc par leur plan et par ce choix aussi d'un décor sobre, austère et qui abrite tous une communauté de chanoines réguliers de Saint-Augustin implantée par le même archevêque, par le même fondateur, qui est donc Geoffroy du Loroux. Alors évidemment, on va retrouver d'autres églises qui vont avoir ce même type de plan. On va retrouver, par exemple, vous avez dans la Vienne l'église de l'Aréo qui date des environs de 1150, qui a une nef qui est très proche de ce petit corpus-là par la nef et par le transept. Notamment, elle est très proche dans sa physionomie de Fontaine-le-Comte. On a aussi Notre-Dame de Chartres en Charente-Maritime, qui est aussi très proche, elle, de cet ensemble Fontaine-le-Comte Sablonceau. Mais à chaque fois, on n'a pas forcément les mêmes dimensions ou le même décor. C'est-à-dire que quand on compare aux églises contemporaines, donc pour le XIIe siècle, qu'elles soient augustiniennes ou pas, hein, moi j'ai essayé de voir un petit peu tout ce que j'avais dans ces régions-là, ou que ce soit des églises augustiniennes ou pas, que ce soit de la même région ou pas, un petit peu de regarder le paysage monumental. Quand j'avais un plan qui se rapprochait, j'avais pas du tout le même type d'élévation ou le même type de décor, ou quand j'avais un décor complètement semblable avec cette même austérité, ce même type de support, ces mêmes types de chapiteaux, j'avais pas du tout le même plan. Donc vraiment, là, on a un faisceau d'éléments concordants pour ces trois édifices qui sont vraiment très très proches. Ils sont beaucoup plus proches entre eux que ne peuvent l'être d'autres édifices. Et effectivement, ils ont quand même ce point commun d'avoir un fondateur commun.
Donc ici, je vous ai mis cette diapositive avec les plans. Vous avez le plan de Fontaine-le-Comte, le plan de Sablonceau, le plan de Saint-Émilion. Donc évidemment, ce sont les plans des églises telles qu'elles sont conservées aujourd'hui. Donc pour Fontaine-le-Comte, sur la gauche, c'est vraiment l'église qui a gardé le plus son plan d'origine. Donc avec cette travée, cette nef à vaisseau unique à 3 travées, qui était a priori auparavant voûté de coupoles, mais le voûtement a été repris ensuite, qui ouvre sur un transept de même dimension, avec une absidiole sur chaque bras de transept et un chevet hémicirculaire pour terminer donc cette église dans ses parties orientales. Donc à Sablonceau, on retrouve le même type de nef. Alors ici, l'avant-nef que vous voyez, cet espace d'avant-nef occidental, reste hypothétique. Justement, Sablonceau est une église qui reste à étudier un petit peu davantage pour justement comprendre un petit peu la terminaison occidentale de la nef. Il y a eu plusieurs études dessus, plusieurs hypothèses. Il y en a qui voient 3 travées, il y en a qui voient 4 travées. En fait, on n'a pas fait véritablement une vraie étude archéologique sur le site pour savoir quelles sont les terminaisons occidentales de la nef de Sablonceau. Et justement, c'est un projet que j'essaye de lancer, d'essayer de faire un projet de recherche sur cette église, justement pour avancer un petit peu plus sur les connaissances de l'église et également sur tout le domaine abbatial qui a encore pas mal de zones qui restent à étudier. Donc là, sur le plan que vous avez au centre de Sablonceau, ce sont les parties qui sont en noir, qui sont alors les parties en noir du transept et de la nef sont les parties du XIIe siècle qui sont conservées. Alors moi, dans l'étude que j'ai faite pour ma thèse, j'ai un petit peu complété ces éléments-là et j'ai vu des parties conservées du XIIe siècle aussi dans les élévations orientales des bras du transept. Alors j'ai pas pu vous mettre le plan ici actualisé. Mais voilà, le fait est que les parties du XIIe siècle pour Sablonceau collent vraiment avec les parties élevées au XIIe siècle à Fontaine-le-Comte, ces deux édifices qui sont issus d'un seul et même acte de fondation et qui sont attribués donc à Geoffroy du Louvre. Donc à Sablonceau, dès le XIIIe siècle, les parties orientales ont été complètement reprises et on a remplacé le chevet antérieur par un chevet à fond plat et également les absides, les chapelles qui devaient ouvrir anciennement sur le transept, sur les deux bras du transept, ont été remplacées par des plus grandes chapelles à fond plat, pardon. Et donc ce qui est intéressant de voir justement, c'est que on a dans les parties conservées du XIIe siècle à Saint-Émilion, on a un parti architectural très très proche par rapport à ce que l'on a dans ces églises attribuées à Geoffroy du Leroux. Et c'est vrai que Geoffroy du Leroux est le successeur d'Arnaud Géraud de Cabanac. Bon, certes, entre Arnaud Géraud de Cabanac et Geoffroy du Leroux, il y a eu Gérard de Blé, mais effectivement, il y a il y a vraiment cette hypothèse que Saint-Émilion a été influencé par Geoffroy du Leroux, qui, au moment où cette église était construite à Saint-Émilion, donc on est entre 1130 et 1150, était justement en train de faire construire ces églises à Fontaine-le-Comte et à Sablonceau, et également certainement à Saint-Pierre-de-l'Île, qui ont été construites aussi dans ces mêmes années-là. Donc Geoffroy du Leroux était archevêque à ce moment-là à Bordeaux. Il faisait construire des églises sur les sites de ses fondations d'implantation de communautés de chanoines réguliers de Saint-Augustin, tout ça sur fond de réforme grégorienne, puisque Geoffroy du Leroux a été un grand partisan de la réforme grégorienne dans son diocèse et dans la province ecclésiastique de Bordeaux. Et il y a fort à penser qu'il a dû influencer également l'église qui était construite pour la communauté de chanoines récemment réformée par son prédécesseur Arnaud Géraud de Cabanac. Alors je vous ai mis ici
Donc c'est un document un petit peu particulier, c'est une cartographie issue de la prospection électrique qui a été réalisée sur le site de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Lille dans le Médoc. Donc ça c'est l'autre, la troisième, une autre abbaye attribuée à Geoffroy du Leroux par un acte de fondation daté des environs de 1130 et qui ne conserve aujourd'hui que très peu de vestiges. En fait, sur ce document, ce qu'il faut rechercher, ce sont les petits carrés noirs que vous avez au milieu de la couleur. Là, vous avez les petits carrés noirs. Ce sont donc complètement à droite. Là, vous avez les lettres G, J, B et H. En fait, vous avez un petit trait noir ici. C'est le mur du chevet plat qui est conservé aujourd'hui. Donc, c'est un chevet plat qui a été élevé, qui a remplacé le chevet précédent à Saint-Pierre-de-Lille et qui correspond à une reprise donc apparemment du XIIIe, XIVe siècle, si je me souviens bien. Et les autres petits carrés noirs que vous avez sur ce que vous devinez être la nef, c'est les contreforts, les bases de contreforts qui subsistent. En fait, toute l'église a complètement disparu. Et c'est lors de mon mémoire de maîtrise, on a fait une prospection électrique avec Michel Martini en 2001-2002. Donc une prospection électrique, ça consiste à faire passer un courant électrique dans le sol et on émet un signal dans le sol et on fait partir un courant électrique dans le sol et on va récupérer le signal obtenu de ce courant qui est passé dans le sol. Et si ce signal électrique rencontre une structure bâtie, en fait le signal stop. Donc on récupère aucun signal de l'autre côté. Si le signal électrique rencontre une zone qui a été creusée, puis comblée, et donc qui est plus meuble, donc plus humide, donc qui va plus davantage faire passer le courant électrique, on obtient de l'autre côté un signal électrique beaucoup plus fort. Et si le signal électrique envoyé ne rencontre ni élément bâti, ni élément creux, plus meuble et plus humide, on obtient le même signal. Donc, en faisant passer un signal par des électrodes comme ça dans le sol, en faisant passer comme ça des signaux électriques sur toute la superficie, on peut obtenir tout un listing, si vous voulez, de signaux électriques qui vont vous indiquer si en sous-sol vous avez des structures bâties ou des structures en creux. Et c'est très intéressant parce que sur ce site de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Lille dans le Médoc, qui était anciennement en plein milieu des marais, en fait l'abbaye a été implantée sur un îlot calcaire au milieu des marais. Et en fait, là, la prospection électrique a vraiment donné de très bons résultats parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, on devine tout à fait le plan de l'église disparue qui a été donc arasé, démoli, certainement récupéré, qui a dû servir de carrière de pierre, mais on devine le plan de cette église avec une nef à vaisseau unique qui fait environ 30 mètres de long sur 10 mètres de large, qui ouvre sur un transept. Alors, avec certainement une petite partie, une petite avant-nef, et qui ouvre sur un transept aux mêmes dimensions, où les deux bras du transept ouvrent sur une absidiole orientée, et avec un chevet hémicirculaire pour clore donc cet ensemble des parties orientales. Donc là, la prospection électrique avait été vraiment effectivement très très fructueuse et permettait de pouvoir comparer cette église construite courant du XIIe siècle avec les autres fondations de Geoffroy du Leroux, et on se rend compte qu'on a exactement le même plan qu'à Fontaine-le-Comte. Donc là, je reviens à Saint-Émilion pour vous montrer un petit peu la similitude dans les élévations. Donc, ce qu'on a pu voir avant, c'est que, en fait, dans ma thèse, j'ai pu voir que j'avais Fontaine-le-Comte qui conservait bien son plan, d'une façon générale, Sablonceau qui était encore en élévation, mais très remanié, et après Saint-Pierre-de-Lille qui avait été complètement rasé, mais dont j'avais ce plan qui ressortait grâce à la prospection géophysique. Donc, j'avais Fontaine-le-Comte et Saint-Pierre-de-Lille qui avaient exactement le même plan. Et ensuite, pour les élévations, j'avais Fontaine-le-Comte et Sablonceau qui, on va le voir sur les photos suivantes, avaient aussi des élévations tout à fait, des élévations et des voûtements tout à fait similaires. Donc là, je vous remets cette vue de la nef
de Saint-Émilion. Donc on est dans les parties orientales et on regarde vers la nef et vers ce voûtement en fil de coupole. Et on va voir ensuite les mêmes vues pour Sablonceau et Fontaine-le-Comte. Donc vous avez ici tout d'abord une vue à Sablonceau, au centre Fontaine-le-Comte, et à droite, je vous ai remis Saint-Émilion. On retrouve, alors évidemment, ces églises ont été remaniées. Donc par exemple à Fontaine-le-Comte, vous avez le voûtement de la croisée du transept qui a été repris. Mais on retrouve, et puis pareil à Sablonceau, vous avez les piliers de la nef qui ont été repris. Mais là, bon, à Sablonceau, on est dans le chevet et on regarde vers la nef. Donc vous voyez la coupole qui est au-dessus de la croisée du transept, et vous voyez ensuite la coupole qui voûte la première travée de la nef, et le mur que vous voyez en arrière-plan, c'est le mur qui clôture la nef à cet endroit-là, puisque tout le reste de la nef a été détruit et l'église a été clôturée ainsi à l'époque contemporaine. Donc on a ici des édifices qui ont exactement le même plan, des élévations tout à fait semblables et avec ces mêmes piliers, ces mêmes chapiteaux, et c'est très très proche. Alors on a quand même cette petite différence à Saint-Émilion avec non pas des colonnes doubles pour les supports qui séparent les travées de la nef, mais des colonnes simples. Mais on a quand même quelque chose qui est très très proche. C'est vraiment, Saint-Émilion est plus proche de ces deux églises-là que de toute autre église voisine. Donc ici, juste un petit détour pour regarder ces chapiteaux qui coiffent ces paires de colonnes, que ce soit à Saint-Émilion, à Fontaine-le-Comte, à Sablonceau, pour vous faire voir d'un peu plus près la similitude de ces éléments au sein de ces trois édifices. Alors maintenant, on va ouvrir un petit peu vers les bâtiments conventuels. Alors j'ai mis ici donc un plan qui est fait d'après le plan de Jacques Gardel, que j'avais recolorisé pour le colloque de 2008 avec donc ce orange pour les parties romanes et puis les autres couleurs pour les remaniements dès le XIIIe siècle, ce que je vais vous présenter ensuite. Et ce plan a été complété ensuite par David Souni en 2018. Il a complété avec toutes les parties, tous les bâtiments conventuels. Donc vous pouvez voir ici en orangé les parties de l'église que je vous ai présentées précédemment, et vous voyez également en orangé les éléments des bâtiments conventuels, donc les ailes autour du cloître, qui ont conservé des parties du XIIe siècle. Donc vous avez notamment l'entrée de la salle capitulaire dans l'aile orientale du cloître, et vous avez également des éléments dans la galerie au sud et dans la galerie occidentale. Donc voici pour les parties les plus significatives conservées encore dans le cloître de Saint-Émilion, les vestiges de l'entrée de la salle capitulaire, qui se trouvait donc dans la galerie orientale et qui ouvrait sur la salle capitulaire, qui n'est plus conservée, donc par cet ensemble de baies et de cet ensemble de baies en arc plein cintre et décoré de frises de points de diamant. Alors maintenant, on va retourner dans l'église et voir un petit peu comment elle a été remaniée à partir du XIIIe siècle. Donc ici, vous avez en rouge les éléments qui ont été réalisés au XIIIe siècle avec cet agrandissement du transept. Donc en fait, les parties orientales du XIIe siècle ont été démantelées et on a agrandi le transept en rajoutant une profondeur d'une travée supplémentaire. Donc aux 3 travées existantes, on en a rajouté 3 autres à l'est. Et on a remplacé l'ancien chevet par ici un chevet à fond plat. Vraisemblablement, on n'a pas conservé le fond plat, mais il est possible que ce chevet ait été à fond plat. Le voûtement a également été repris pour les 2 travées au sud avec une couverture en voûte d'ogive bombée. On va le voir sur les diapositives suivantes. Donc vous voyez ici
l'agrandissement effectué au nord avec donc cette travée ajoutée et voûtée de voûte d'ogive. Ensuite, l'arcature plaquée en partie basse de l'élévation. Et on va retrouver la même configuration au sud. Et voici donc là la vue de cet agrandissement au sud avec le même jeu d'arcature plaquée en partie basse de l'élévation. Et enfin, ici, les élévations nord et sud de cette travée droite du chœur qui était vraisemblablement terminée par un chevet à fond plat, mais rien n'est sûr de ce côté-là. Donc voilà la nouvelle physionomie de l'église au XIIIe siècle et des remaniements ont également été effectués à la même période dans les bâtiments conventuels. Donc vous avez ici les remaniements opérés dans le cloître à partir du XIIIe siècle. Alors les arcades, elles, ont a priori été reprises dès le XIIIe siècle et vous avez cette série d'enfeux qui a été mise en place dans la galerie sud, elle plutôt au XIVe siècle. Donc on va voir ces éléments actualisés sur le plan dans la diapositive suivante. Donc voici ici les éléments reportés sur le plan actualisé. Donc, je vous ai mis une autre vue de ces arcades reprises dès le XIIIe siècle et qui sont reportées dans les parties conventuelles sur le plan que a actualisé David Sweeney en 2018. Donc vous retrouvez en rouge les séries d'arcades sur les 4 galeries du cloître. Et en vert également signalé la série d'enfeux le long de la galerie sud pour les XIVe et XVe siècles. Alors, autre élément pour cette période, la chapelle du chapitre que vous pouvez voir au sud de l'église, ce petit édifice de plan rectangulaire composé de 2 travées et qui donc est dite la chapelle du chapitre et qui daterait de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Alors on a ainsi pour cette période-là du XIIIe, XIVe siècle une église qui a une nef unique et qui a un transept très grand, donc de 2 travées de profondeur et qui ouvre sur un chevet avec une seule travée droite dont on ne connaît pas la terminaison pour cette période-là. Et Aleprache avait noté que le modèle, ce modèle appliqué à Saint-Émilion, donc d'une église comme ça avec une travée simple qui a été surtout agrandie au niveau de son transept, ce modèle pouvait être issu des églises de la vallée de la Loire. Et on retrouve ce type d'édifice avec une nef unique et un très grand transept, notamment dans la région de Tours ou dans la France septentrionale. Donc en effet, à partir du XIVe siècle, d'autres remaniements vont avoir lieu et c'est ici suite à la sécularisation de l'abbaye, car en effet en 1306, le pape Clément V va séculariser l'abbaye de Saint-Émilion et place à la tête de l'abbaye nouvellement sécularisée son neveu Gaillard de la Motte. Et c'est suite à cette sécularisation que le portail nord a été réalisé. Donc ce portail nord qui vient se placer dans l'angle nord-ouest de ce vaste sanctuaire et qui va être richement orné, richement décoré. On a un portail ici monumental pour ce nouvel accès à l'édifice et qui effectivement est placé ici à un endroit tout à fait stratégique puisque le sud de l'église est occupé par les bâtiments conventuels et que à l'ouest, on a, comme on a pu le voir tout à l'heure, on a l'enceinte qui est en cours de construction et qui visiblement est une contrainte pour la terminaison occidentale de la nef. Et donc, on a une zone ici qui paraît peu propice à l'accès à l'édifice et c'est de façon tout à fait logique et pragmatique que ce portail nord est installé dans l'angle nord-ouest du sanctuaire récemment agrandi. Et c'est ensuite des modifications qui vont être opérées toujours à la même période, encore à l'est
du transept déjà agrandi, ils vont rajouter encore 3 autres travées supplémentaires. Donc là, on a une nef unique de 3 travées qui va ouvrir sur un vaste sanctuaire composé de 9 travées. Et on a un plan un petit peu particulier pour cet édifice pour les 14e et 15e siècles. Donc on a un petit peu là une configuration avec, en termes d'organisation interne de l'espace, une sorte de transept profond de 2 travées qui va ouvrir sur ce chevet peut-être à fond plat, qui est encadré par 2 autres vastes chapelles de même profondeur, ou en tout cas proches en plan, en tout cas, elles aussi à fond plat. Et bon, en Aquitaine, ce type de configuration de chevet plat avec 2 chapelles de plan carré ou de plan rectangulaire qui ouvrent sur le transept, on le retrouve beaucoup dans l'Est poitevin, dans le pays charentais ou limousin. C'est plus rare en Bordelais. On a bon, notamment un peu une configuration similaire mais avec des dimensions beaucoup plus petites à l'abbaye de Plaine-Selve. Et ça peut émaner de plusieurs églises cisterciennes voisines. Alors là, je vous ai mis une vue donc de ce portail nord réalisé suite à la sécularisation de l'abbaye au XIVe siècle. Alors je ne vais pas détailler tout le décor, mais d'après Jacques Gardel, cet ensemble dérive directement du portail royal de la cathédrale de Saint-André de Bordeaux, qui a été élevé vers 1250. Et on a beaucoup de ressemblances aussi avec le portail de l'église souterraine de Saint-Émilion. Enfin, pour les derniers remaniements opérés sur l'église de Saint-Émilion, vous avez au XVIe siècle cette abside ajoutée à l'extrémité orientale de l'église, une abside à 3 pans qui est dotée donc d'une première travée droite sous voûtée d'ogive, et l'abside, elle, est voûtée d'ogives à liane et tierceron, et on a vraiment, là on est dans un style tout à fait flamboyant, notamment pour les baies qui ouvrent sur cette abside ajoutée au XVIe siècle. Des voûtements vont également être repris au sein du sanctuaire, et une chapelle va être rajoutée au nord de la nef avec un plan rectangulaire, 2 travées qui vont être voûtées d'ogives à liane et tierceron. Le massif occidental est également en grande partie, il est repris aussi à ce moment-là, et il est possible que ce soit également à ce moment-là qu'il y ait eu des travaux dans les parties hautes des élévations de la nef. Cet ensemble, il y a une date de consécration de 1542 d'après une inscription dans le sanctuaire, et il a signalé également dans le sanctuaire des peintures conservées du XVIe siècle, donc pour finir sur ces derniers remaniements. C'est vrai, je passe vite, je me suis surtout, vous l'avez vu, je me suis surtout concentrée sur les parties du XIIe siècle pour faire un parallèle avec toutes ces autres abbayes attribuées à Geoffroy du Loroux. Donc voici ici pour illustrer une vue de cette abside rajoutée au XVIe siècle avec cette représentation conservée aux archives municipales, et une photo un peu sombre, j'en suis désolée, de cette voûte à liane et tierceron qui a été aménagée sur cette abside ajoutée au XVIe siècle. Donc voilà pour cette lecture de l'architecture, bon, un peu rapide, j'en conviens, pour les parties postérieures au XIIe siècle, mais de toute cette évolution de l'église collégiale de Saint-Émilion. Je vous ai mis ici une coupe réalisée par Gautier en 1841, donc on a toute cette évolution de l'ouest en est, et vous pouvez reconnaître donc l'avant-nef occidental, les 3 travées de la nef, et puis ce sanctuaire agrandi au XIIIe, au XIVe, au XIIIe siècle, et puis ensuite au XIVe et au XVIe siècle. Donc vous avez toute cette évolution de l'édifice
pour cette église collégiale de Saint-Émilion qui donc a été dotée, elle, d'un cloître qui a été construite pour accueillir la communauté de chanoines nouvellement réformée vers 1110 par Arnaud Giraud de Cabanac, et dont l'architecture au XIIe siècle semble avoir été profondément influencée par les constructions attribuées à cet archevêque du Bordeaux, Geoffroy du Leroux. Alors après, c'est vrai que pour le colloque de 2008, je n'avais pas eu le temps malheureusement de me consacrer un petit peu plus également au clocher isolé. Et c'est vrai que c'était un petit peu le clocher isolé, l'élément oublié pour les travaux présentés au cours de ce colloque. Et j'ai essayé un petit peu après de m'y consacrer. Donc j'ai essayé de commencer une étude sur ce clocher. Alors c'est un petit peu en stand-by actuellement, mais ce serait très intéressant, je pense, de continuer une étude sur ce clocher isolé, car les parties basses ont été construites donc fin 11e, pardon, ou début du 12e siècle. On a quand même ces éléments à confirmer, et on a ici un ensemble qui, même si ce clocher est isolé, il a quand même été fait au-dessus de l'église monolithe, et il devait certainement fonctionner avec l'église haute, nouvellement construite, en tout cas dans tout ce qui était organisation liturgique ou cérémoniale, où il y a certainement quelque chose à creuser autour de ce clocher isolé. Alors là, je vous ai remis cet ancien plan pour justement situer un petit peu dans l'espace. Enfin, j'imagine que vous connaissez tout ça par cœur, mais voilà, la collégiale qui apparaît en bleu et le clocher isolé qui apparaît donc au sud de la collégiale, et qui, dans ses parties basses, conserve des éléments très intéressants qui restent à étudier. Donc voilà, pour finir très rapidement, j'ai mis quelques éléments comme ça un petit peu de l'année pour entamer une étude que j'ai pas pu malheureusement achever. Donc vous avez ces différents documents déjà qui sont accessibles. On voit notamment comment le clocher a été inséré au-dessus de l'église monolithe. Et ce qui était intéressant de voir, ce que j'avais vu un petit peu dans le cadre de la présentation de la préparation du colloque, c'est que notamment au niveau des données archéologiques que l'on a sur tout ce qui est occupation funéraire attachée à cette collégiale, on a pour l'essentiel beaucoup de sépultures jusqu'au XIe siècle, surtout rattachées à toute la partie basse, à toute l'église monolithe. Ensuite, on a un cimetière, alors j'ai plus les détails, hein, désolé des différentes fouilles, mais on a un cimetière qui se développe à la base du clocher isolé, plutôt à partir du XIIe siècle, et on a ensuite ce cimetière donc qui est occupé jusqu'au XVe siècle. Ça stoppe complètement, et c'est effectivement au XVe siècle que ce clocher isolé est profondément remanié. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser autour de ça, parce que il y a certainement toute une organisation à comprendre entre tout ce qui est l'organisation funéraire et l'organisation de ces édifices en termes de gestion des sépultures, et de gestion également des circulations au sein de ces différents pôles qui sont rattachés à la communauté de chanoines, que ce soit l'église basse, l'église haute ou le clocher isolé. Et en effet, j'en avais parlé avec Ézéchiel Jean Couret, qui me disait qu'il y avait beaucoup de textes à partir du XVe siècle, où on avait notamment des processions liturgiques qui se déplaçaient depuis l'église haute et qui passaient par le clocher isolé. Alors ici des petits éléments, donc ça des parties basses du clocher isolé, où on a vraiment des éléments qui mériteraient d'être un petit peu approfondis. J'avais commencé cette étude en 2014, mais malheureusement j'ai pas pu encore l'achever à ce jour. Mais il y a vraiment toute une étude à reprendre pour ces parties basses qui semblent avoir été au début vraisemblablement des parties. On a pu avoir un porche ouvert ici avant d'avoir eu un clocher
clocher vraiment très haut en élévation. Donc il y a vraiment toute une étude à faire encore sur ce clocher isolé qui viendra certainement compléter un petit peu ce que l'on sait de l'architecture des constructions qui ont été réalisées à Saint-Émilion pour cette communauté de chanoines à partir du XIIe siècle avec cette église collégiale, mais il y a encore toute cette partie autour du clocher isolé qui reste, je pense, à approfondir. Donc voilà, je conclus ici cette conférence sur l'église de Saint-Émilion. Donc c'est vrai que je me suis pas mal attardée, je l'avoue, sur les parties du XIIe siècle par rapport à mes travaux de thèse sur les abbayes de Geoffroy du Leroux, mais c'est vrai que c'était un petit peu ce que m'avait demandé Pierre, là, de reprendre un peu ce que j'avais présenté en 2008 au colloque. Bon, il y a effectivement toutes ces questions qui tournent aussi autour du clocher isolé qui serait vraiment quelque chose à développer encore aujourd'hui. Effectivement, sur tous les agrandissements gothiques à partir du XIIIe siècle, je me suis pas trop attardée dessus parce que c'est vrai que mes travaux n'ont pas vraiment porté sur ces éléments-là. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a bien occupé pour cette soirée et voilà, donc toute cette partie-là a été enregistrée et je suis maintenant disponible pour vous répondre en direct si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Oui, tout à fait. Non, mais là, la partie occidentale, elle mériterait vraiment une étude à elle toute seule, je pense, parce que on comprend pas très bien ce qui se passe, et même au niveau à l'intérieur, j'avais commencé à regarder les maçonneries, effectivement, en termes de chronologie relative. Enfin voilà, il y a des choses à creuser. Vraiment, cette partie occidentale de l'Église, elle mériterait qu'on s'y attarde un peu plus. Oui, parce que vu que les textes, effectivement, voilà, il y a le rempart qui se construit. Et enfin, moi, je me suis toujours demandé si la façade avait été terminée puis tronquée ou si elle a été comme ça direct. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est pas clair. Mais c'est vrai que j'ai pas pu approfondir. En même temps, on voit pas tellement de reprises dans l'appareil qui est là. Pas remarqué, mais il y a cette irrégularité qui évoque une troncature, mais oui. Et qui vient se confronter avec le rempart. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Alors après, moi, j'avais un peu plus le sentiment d'une certaine rivalité entre le petit clocher de la collégiale et le grand clocher. Alors, qu'il y ait des jeux de procession, de liens entre eux, oui, on ne peut pas être quand même deux sanctuaires aussi proches ne peuvent pas être totalement en querelle, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait une confrontation. Il me semblait, quant à moi, que c'était la manière de faire sortir l'Église troglodyte de son enfouissement par rapport au sanctuaire aérien de Geoffroy du Leroux. Mais oui, bon, c'était une... Et ça reste voilà, il y a encore des choses à éclaircir. Oh, beaucoup, beaucoup. Sinon, ça ne serait pas drôle d'ailleurs. Mais voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pareil, ce clocher isolé, il y a plusieurs étapes. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs fonctions? C'est pareil. Je trouvais que ce qui ressortait au niveau des études de sépulture, c'était assez. Voilà, ça donnait des pistes de réflexion et du coup de recherche qui pouvaient être intéressantes. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas pu. J'ai pas continué ce que j'avais commencé en 2014, malheureusement, mais j'ai pas. Oui, je crois qu'il y a vraiment une compréhension, il y a vraiment une réflexion à faire sur l'ensemble, effectivement. Et quels étaient les liens, les échanges, comment tout cet ensemble fonctionnait. Après, je sais que dans les textes, Ézéchiel m'avait parlé à partir du XVe siècle, mais avant, je ne sais pas quels sont les éléments. Il faudrait remettre tout ça, effectivement, à plat, quoi. Creuser un peu plus. Vu tout ce qui était sorti du colloque en 2008, il y avait tellement de choses déjà qui avaient été changées, qui apparaissaient sous un nouveau jour. C'est vrai qu'il y a peut-être encore des pistes. Oh oui, mais bon, ça va, on a de quoi faire, quoi. Oui. Quand tu auras un peu de temps, quand... Oui, c'est ça. Je suis même pas sûre d'y être allée, ou alors, ouais, il
faut y aller peut-être avec David Souni, je sais pas. Mais je crois que c'est Je ne sais pas. compliqué, oui, d'y accéder. Je suis pas sûre que ce soit. Elle n'est pas ouverte aux visites, il me semble. Hein, donc, Moi, je n'y ai jamais accédé, en tout cas. ouais, moi, je Denis, suis pas peut-être? sûre non plus. Si, moi je la connais, oui. Mm. C'est une jolie chapelle. Il faut passer par le restaurant, bien évidemment. Mais non, c'est un joli lieu qui a un potentiel d'ailleurs qui pourrait être ouvert davantage à la visite. C'est dommage parce que ça fait partie d'un ensemble et c'est un peu isolé et complètement séparé du reste. Mhm. Alors que ça fait vraiment partie de cet ensemble collégial, chapelle canoniale. Il me semble que le clocher, il a jamais vraiment. Enfin, il était terminé plus en. Il a jamais vraiment été terminé, je crois. Alors de mémoire, parce qu'encore une fois, c'est vrai que sur le clocher, je m'étais pas trop attardée dans les parties hautes, mais il me semblait que s'il y a été, il me semblait que c'était sur une structure en bois, il me semble. Pierre, je sais plus si toi tu. J'avoue que sur le clocher, sur la partie haute du clocher, moi, j'avais pas abouti ces données-là. Et on le voit d'ailleurs sur une des gravures qu'avait montré David Souni, on le voit en arrière-plan et il est pas terminé. Mais enfin, il est assez ouvert, il me semble. Alors, j'avoue, j'ai pas la réponse pour ça. Mais je me souviens qu'au colloque, on s'était posé la question de savoir s'il avait été terminé en pierre, vraiment de façon intégrale. Je ne suis pas sûre. Ah, ça, voilà, peut-être encore quelque chose à creuser. De la même façon que le clocher isolé, lui, manque vraiment d'une étude complète. Ça pourrait être sur les deux clochers, justement pour savoir s'il y a eu ces deux fonctions, ces deux points de clocher. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, moi, je pense. À la fois sur cette partie occidentale, puisque voilà, même moi, j'ai pas tous les éléments. Bon, je m'étais surtout concentrée sur la nef, le transept, sur les parties 12e que je pouvais comparer avec le reste du corpus. Mais entre cette partie occidentale-là, le rempart, la question du clocher, et puis l'autre clocher qui n'a peut-être pas toujours eu cette fonction de clocher non plus, celui qui a été élevé sur l'église monolithe, là, il y a tout un... Il y a tout un ensemble de questions qui mériteraient d'être posées et comme vous le disiez, qui mériteraient d'être travaillées. Et après, il y a aussi, c'est vrai, cette chapelle, elle a bien dû servir aussi en termes de liturgie, de fonction, comment cet ensemble-là fonctionnait. On n'a pas tout. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses encore à étudier sur cet ensemble. Juliette, merci beaucoup. J'espère que Merci à vous. bien passé, que tu n'es pas trop fatiguée ce soir. Non, ça va. Merci. À bientôt. Enfin, moi, je repasserai te voir à Saint-André, à la place Liberland ces jours. Ah ben, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Rentrez-vous bien. Merci, bonsoir.